Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Débat sur l'actualité que j'anime aujourd'hui avec Aboubakar Takou. Takou, bonjour. Merci, chers confrères, et merci à tous les téléspectateurs et internautes. Pour ce nouveau numéro, nous recevons l'honorable Guy Mitokpe, conseiller à la communication du parti Les Démocrates, nouvellement docteur en géographie, après une soutenance sur le thème mise en valeur des potentialités agroécologiques et touristiques de la basse vallée de l'Ouémé. Honorable, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Avec vous, nous allons aborder les grandes leçons à retenir du congrès ordinaire du Parti Les Démocrates, la réconciliation nationale, sans compter la résolution qui a été prise, ou bien oui, qui a été prise lors de ce congrès des démocrates, et pour finir, la liste électorale dans le cadre des élections générales de 2026. Et pour finir aussi, nous allons revenir sur cette soutenance-là à l'université de Cotonou, et d'Aboubacar Calavi, je dirais. Donc, je laisse le leader Takou de poser cette première question-là à Nora. Bon, moi, je vais renverser un peu les choses. Avant qu'on ne parle des sujets cruciaux, j'aimerais que l'honorable nous précise le thème de sa soutenance. Pourquoi choisir Histoire de vallée? Là, on va partager ça avec nos téléspectateurs et internautes. Merci infiniment, je vais dire cher journaliste au pluriel. Comme vous l'aviez dit, je me nomme Guy Mitokpe. Je suis le tout nouveau secrétaire à la communication du Parti Les Démocrates et puis nouvellement docteur en géographie. La question de savoir pourquoi un tel thème de soutenance, d'abord je voudrais préciser que j'avais eu à soutenir ma maîtrise sur l'autosuffisance alimentaire dans la commune de Lokossa. Et donc en géographie, en troisième année de géographie, j'ai fait l'option géographie humaine et économique. Et donc moi je ne suis pas un aménagiste. Donc j'ai étudié que la géographie qui s'occupe des hommes, qui s'occupe de l'économie et tout le reste. Mais dès le départ, j'avais pour ambition d'étudier la géographie liée à la politique. Parce que, anciennement, j'avais été président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, mais avant, j'avais été premier vice-président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, et donc toute ma vie, je n'ai fait que militer. J'ai voulu que les études universitaires puissent être un plus dans mon élan d'activiste, et bon, je suis allé vers ça. Je devais soutenir je devais commencer la thèse en 2015. Il y a eu des problèmes personnels et puis à la suite de ces difficultés, j'ai décidé d'arrêter la thèse. Et au finish, en 2019, lorsque j'avais constaté l'exclusion générale par le régime actuel, chose inédite d'ailleurs, depuis 1960, c'est la première fois qu'un régime au pouvoir écartait tous les opposants ou toutes les listes de l'opposition. Et donc en 2019, j'avais été victime de cette exclusion collective. Je me suis dit, mais ça ressemble à une pierre qu'on me jette. Et je me suis référé à ce penseur européen qui disait, lorsqu'on vous jette une pierre, vous avez deux attitudes. Soit vous construisez un mur entre vous et votre détracteur, ou soit vous construisez un pont. Et moi, j'ai décidé de construire un pont. C'est-à-dire, ce temps où on m'a chassé et tout le reste, j'ai dit, bon, je vais m'occuper de mes études. Et donc, j'ai fait un retour à l'université. Maintenant, le choix du thème, je suis en politique, je suis un acteur politique. La basse vallée de l'Ouémé est perçue comme un joyau que la nature a offert à notre pays. Et donc, je me suis dit, mais j'avais le choix entre soutenir sur la basse vallée de l'Ouémé qui est perçue par certains penseurs, naturellement le professeur Higué, comme la deuxième vallée la plus riche du continent africain, après le Nil. Et donc, j'avais le choix entre la basse vallée de l'Ouémé et les agrumes dans la zone d'Agoli, c'est-à-dire Kové, Zayanado, Zapota et tout le reste, les pamplemousses, les mandarines, les oranges. J'étais partagé entre les deux. Mais après, je me suis dit, mais si je soutiens ma thèse sur les agrumes, la portée, c'est quoi? Et au finish, j'ai jeté mon dévolu sur la basse vallée de l'Ouémé, donc mise en valeur des potentialités agroécologiques de la basse vallée de l'Ouémé, agroécologiques et touristiques de la basse vallée de l'Ouémé. Parce que lorsque le procès Higué a certifié que la basse vallée de l'Ouémé est la deuxième vallée la plus riche du continent africain, l'intellectuel que je suis, je me pose des questions. Mais alors pourquoi nous souffrons autant? Nous importons du riz, nous importons beaucoup de spéculations. Même l'iam du Nigeria. Tout nous importons. Alors, la basse vallée de l'Ouémé, c'est quand même 1219 km² de terre fertile. Et répartie sur 6 communes. Vous avez la commune de Soava qui administrativement appartient à l'Atlantique,
mais géographiquement appartient à la basse vallée de Lomé. Donc vous avez la commune de Soava, vous avez la commune de Bonou, vous avez la commune d'Adjoum, vous avez la commune des Agégués et vous avez la commune de Dangbo. Et donc, en plus de ce potentiel agroécologique, mon travail consistait à mettre en exergue tout le potentiel touristique. Parce que quand on parle de potentiel touristique dans la basse vallée, nous savons que Gambier est un arrondissement de Soava. Donc tout le monde dit la cité, la cruche de Gambier. D'ailleurs, nous disons c'est la Venise de l'Afrique. Mais pour moi, le potentiel n'a jamais été remis voilà, ça n'a jamais été exploité comme il se doit. Vous voyez les débarcadères, les embarcadères, c'est autant moyenâgeux. C'est pas moderne ça. Et l'autre chiffre, quand j'ai commencé à travailler sur ce thème, je me suis rendu compte que sur les 15 ou 16 pays de la sous-région ouest africaine, le Bénin est la 5e destination touristique. Après le Nigeria, le Ghana, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire et vous avez le Bénin. J'ai dit, mais pourquoi pas convoiter la première place? Et donc, je me suis dit aussi, même si je suis en déphasage avec ce régime, je sais que l'actuel... Je suis béninois. Et l'actuel président de la République n'a sans cesse de dire que je voudrais faire du tourisme une opportunité pour ce pays. Parce qu'on parle du pétrole, on parle des richesses du sous-sol, on parle de bien d'autres choses, mais le tourisme. Et quand on parle du tourisme, en ce qui concerne le Bénin, à part sporadiquement quand on parle de Gambier, on parle du tourisme historique et mémoriel. Et là, on fait référence à Ouida, on fait au Trésor Royal, à Ouida, à Abomey. Et je vais dire sommairement, on fait aussi référence à Niki. On fait sommairement aussi référence au Tata Somba de la Takora. À Niki, surtout, il y a deux baribas sur le plateau. Bon, voilà. Donc voilà, on fait référence avec le roi Bioguera et tout le reste. Et enfin, au Tata Somba dans la Takora. Et enfin, au parc de la Pendjari. Voilà. Et donc, enfin, au parc de la Pendjari. Mais le parc de la Pendjari est actuellement sujet de beaucoup de difficultés avec les incursions djihadistes et terroristes. Et donc, moi, mon travail a consisté à dire, mais vous voulez faire du tourisme un pôle d'attraction pour notre pays? Alors, dans la basse vallée, voici les sites touristiques. Et donc, vous allez aujourd'hui à Dangbo, il y a ce qu'on appelle les sources d'eau thermale. C'est-à-dire, c'est de l'eau qui sort naturellement de la terre, mais avec une température extrêmement élevée. Vous ne pouvez pas mettre la main dedans. C'est très chaud. Et c'est à Dangbo. Ça ne fait que sortir 24 heures sur 24. C'est une curiosité naturelle. Oui, et ça existe. On ne met pas ce potentiel en exergue. On ne met pas ça en valeur. La belle preuve, quand j'étais sur le terrain, que j'étais allé sur le site, mais je n'ai pas payé pour aller sur les sites. Vous avez juste un petit pont de fortune et vous voyez l'eau couler. On peut l'exploiter. Vous avez la tombe du commandant Fouras. Parce qu'en histoire, on nous a appris qu'avant que nous ne soyons colonisés par la France, on a été envahis, on a été attaqués. Et donc, lors de ces attaques, il y a la bataille de Bonou, dont nous ne parlons pas suffisamment. Au cours de la bataille de Bonou... Je n'ai pas été formé pour ça. Voilà. À l'école, on ne nous a pas appris. Voilà. Et donc, au cours de la bataille de Bonou, il y a, en 1892, une résistance farouche avec nos compatriotes qui avaient quitté, bon, pas nos compatriotes, je vais dire nos résistants, voilà, qui avaient quitté la zone du Dahomey, sous la coupole des rois du Dahomey, et qui avaient décidé de repousser le colon. Et donc, même quand vous allez à Bonou aujourd'hui, vous voyez des vestiges détruits des envahisseurs qui existent encore. Et vous avez enfin la tombe du commandant Fouras, qui était un haut officier des armées qui nous ont envahis. Et donc, sa tombe est là jusqu'à aujourd'hui. Il est tombé sous la résistance de nos vaillants soldats. Et juste à côté de la tombe du commandant Fouras, vous verrez la tombe du soldat inconnu. Si c'est ailleurs, on dira la tombe du soldat inconnu, qui fait office de monument de résistance, où on voit un bras qui a cassé carrément un fusil. Et puis bon, c'est quand même des sites assez merveilleux. Et sans parler maintenant des divinités de la zone et tout le reste qui sont à foison. Et enfin... Et si on demandait alors si le président Talon le nommait ministre de la Culture en remplacement de Abimbola? Oui, mais avant vous, j'avais déjà répondu à cette question avec certains de vos collègues. La loi actuelle en République du Bénin refuse que le président de la République nomme un opposant. Chose sur laquelle je suis aucunement contre d'ailleurs, que chacun joue dans son couloir. Si vous êtes de l'opposition, travaillez dans le sens de l'opposition. Quelle loi Il y a une disposition dans le statut, la loi sur le statut de l'opposition, j'oublie l'article, mais il y a une disposition qui dit que c'est même pour ça que l'actuel régime a trouvé bon de mettre sur pied ce qu'ils ont appelé le chef de file de l'opposition. Parce que le chef de file de l'opposition devait être une sorte d'institution regroupant l'opposition et le laissant dans ses prérogatives. Parce qu'en nommant un opposant
au sein du régime, c'est une sorte de déstabilisation de l'opposition. Et donc, la loi aujourd'hui, en République du Bénin, sauf s'il vient de dire le contraire, voilà, la loi aujourd'hui en République du Bénin refuse qu'un opposant qui s'est déclaré opposant dans une structure de l'opposition puisse participer à la gestion des choses de la République. Je pense que... Je vois pourquoi d'autres opposants ne l'assument pas, n'en assument pas et ne se dévoilent pas comme tel. Oui, mais, mais honorable, est-ce que bon, un opposant, si le président Talon fait appel à l'opposant, est-ce qu'il ne peut pas se réclamer de la mouvance? Non, si le président, parce que vous savez, c'est des humains qui ont fait la loi, et donc c'est des humains qui auront l'intelligence de contourner la loi. Si le président Talon fait appel à un opposant, mais il se dédie, il renie son appartenance à l'opposition. Moi, je ne suis pas prêt à renier mon appartenance. Moi, je suis pas prêt à renier mon appartenance à l'opposition. Je dis aux gens, quand on a mon âge, il faut faire les choses de telle sorte que vous puissiez assumer votre carrière sur des décennies. Quand on a mon âge, il faut viser le dja-dja-dja. Le dja-dja-dja, ça ne conduit pas loin. Parce qu'il faut de la lisibilité dans le parcours d'un acteur public. Pendant longtemps, on a fait croire aux jeunes que être en politique, c'est savoir dire oui le matin, et peut-être dans l'après-midi et non le soir. Non, nous sommes venus pour assumer... Et les jeunes politiques tels que les Fédé Béanzin, qui ont tous été les fous du roi à régime différent, comment... Non, moi, vous savez, c'est parfois un peu compliqué pour moi de parler des autres acteurs publics. Mais oui, c'est un peu compliqué pour moi de parler de... Non, moi, je ne me laisserai pas aller à ça parce qu'aujourd'hui, être à la position à laquelle je suis aujourd'hui, en parlant au nom d'un parti aussi important que le Parti Les Démocrates, il faut quand même de la hauteur. Parce que sans être dans la prétention, je peux dire que c'est le parti le plus important du pays aujourd'hui. Je ne dis pas le parti de l'opposition le plus important, j'ai dit le parti le plus important. De l'opposant. Oui, non, parlons d'abord d'un citoyen qui a accepté de faire un peu de détachement et qui analyse. Parce que, vous voyez... Non, les démocrates ont eu 28 députés, comme le BR, pendant que l'Union progressiste, le Renouveau, avait combien? 56, non? Oui. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, citoyens détachés de la chose politique, que ce sont les démocrates qui sont le plus grand parti du Bénin, non? Monsieur Takou, vous savez, je le dis souvent, on le dit aussi dans nos langues, c'est pas là où on est tombé qu'on regarde, c'est là où on a trébuché qu'on regarde. Et ici, c'est même pas qu'on a trébuché en amont. En amont, on était martyrisé avant de participer à cette élection. Je ne le dis pas pour creuser une plaie qui était déjà béante. Parce que le régime a fait du chantage au Parti Les Démocrates. Comment? Mais le régime nous a mis sous pression. C'est des lois. Non, mais quand quelqu'un a une situation fiscale zéro et que le directeur général des impôts refuse de lui donner son quitus fiscal, non, mais ce n'est pas la loi qu'il est en train d'observer. Il n'est pas en train d'être honnête avec l'application de la loi. Il est en train d'utiliser un instrument de torture. Il est en train d'utiliser un instrument d'exclusion. Mais la loi ne doit pas être utilisée comme un instrument d'exclusion. En démocratie. Nous allons monter directement pour gagner du temps sur le congrès des démocrates. Et à ce congrès, j'ai une petite question. Oui. Le docteur Guy Topé a dit quelque part que le combat, l'Armageddon, auquel il doit s'attendre, à savoir un corps à corps au second tour, Yahi Talon, n'aura pas lieu. Pourquoi voir déjà les choses de façon très belle? D'abord, il n'aura pas d'Armageddon. Et puisque nous, notre rôle, c'est de rassurer nos populations. Notre parti ne peut pas être un parti qui commercialise la peur ou qui commercialise l'incertitude pour les lendemains. Nous venons en paix, nous venons avec la paix et dans la paix. Et je l'avais dit tout à l'heure, nous venons pour donner plus d'assurance aux compatriotes. Nous venons pour assumer la lueur, vous voyez? Parce qu'il y a trop d'incertitudes aujourd'hui, il y a trop de difficultés aujourd'hui, il y a trop de mélancolie dans les ménages. Je l'avais dit quelque part. Aujourd'hui, il y a trop de difficultés que traversent nos compatriotes. Et donc, nous ne pouvons pas en rajouter. Pourtant, les agrégats de ceux qui, le constat de ceux qui nous jugent disent de nous que nous sommes une économie florissante. Nous avons franchi des caps et c'est dit dans le monde entier. Alors comment vous comparez cette réalité connue de tout le monde et l'appréciation d'un politique comme vous qui parle de désastre dans des familles? Non, le régime ne fait que zoomer sur les agrégats qui l'arrangent. Sinon, il y a que... Moi, j'ai bien envie d'être en phase avec les agrégats que connaissent nos compatriotes. Vous voyez, en 2016, parce que lorsqu'on parle des paramètres
qui parle ou qui analyse la réelle difficulté ou la réelle qualité de vie. Voilà, c'est ce que je cherchais, ça m'est revenu. La réelle qualité de vie des compatriotes, on parle de l'indice de développement humain, l'IDH. Mais quand le président Talon venait en 2016, notre IDH était à 0,53. En 2023, notre IDH est à 0,52, on a reculé. Pourquoi sur ces points vous voulez que moi je puisse dire que la qualité de vie de nos compatriotes s'est améliorée? Et puis au-delà même des agrégats, lorsque la bouteille de gaz coûte 2500, la petite bouteille de 6 kilos coûte 2500, il y a des agrégats plus éloquents que ces agrégats-là. Non, ce n'est pas le fait du gouvernement. C'est la suite ou la conséquence d'une crise mondiale que personne n'a su maîtriser. Ah. Parce que les autres pays qui sont dans les mêmes situations que nous, qui ne sont pas producteurs de gaz, et qui assument de telle sorte qu'au niveau de ces pays, les prix soient stables pour alléger la souffrance des populations, ce n'est pas des dirigeants, ce n'est pas des démocrates, ce n'est pas des gens qui sont dans le même, je vais dire, dans la même sous-région que nous. Vous voyez, je disais tout à l'heure que la bouteille de gaz ne peut pas coûter peut-être en 2016 2500 francs pour la petite bouteille de 6 kilos. Et même les 2500 francs, peut-être la plupart des compatriotes trouvaient que c'était déjà trop. Et dans le même temps, en 2023, la petite bouteille est à 7000 francs CFA, sans que personne n'explique véritablement ce qui s'est passé. Non, le gouvernement s'attelle déjà à trouver une solution intermédiaire face à ces problèmes-là. Revenons encore au Congrès. Boni Yahi, président d'honneur. Comment on peut chuter de la place de président d'honneur pour venir à la place de président? Et Vincent, du coup, un politique assez connu, assez aimé, Eric Oudete. Comment vous trouvez ça, vous? Non, d'abord, il n'a pas chuté. Ouais, non, ce n'est pas une chute, c'est une promotion. Promotion. Une promotion ne serait une chute. Donc, il n'a pas chuté. Pour quelqu'un qui a été ancien président de la République, président d'honneur, une place taillée sur mesure, et qui atterrit directement dans le Nyanga, comme on dit en griffe, le président des partis. Non, d'abord, vous allez accepter que je puisse préciser. La première des choses, il n'a pas chuté. Il a répondu à un appel. Il a répondu à l'appel de nos militantes. C'est lui qui voulait. Il a répondu à l'appel de nos militants. Non, dans la réalité, c'est lui qui voulait. Il a répondu à l'appel de nos militantes et de nos militants. Il a répondu ensuite à l'appel de nos responsables. Et je l'ai dit, vous allez accepter que je reprécise, parce que la répétition étant pédagogique. Pour ceux qui étaient avec nous à Parakou, mais c'était un moment de joie. C'était pas un moment de querelle, c'était pas un moment où il y avait des animosités qui s'étaient exprimées. Non, c'était un moment... Parce que, d'abord, regardez, vous pouvez revisiter la vidéo, où notre aîné, le doyen Monsia, faisait la lecture de la liste. La première personne dont il a appelé le nom, qui est désormais le premier responsable du parti, vous avez vu les cris de joie, les cris de bonheur, vous avez vu l'explosion spontanée, pas travaillée, hein. C'est même pas une explosion, c'est pas une animation de joie travaillée, c'était spontané. Ça, c'est pur. Et plus rien ne peut être plus important que ça, que l'assurance des militants, que l'assurance des populations. Rien ne peut être plus important que ça. Et Eric Oudete l'a bien pris, j'espère. Il a fait un discours. Alors, s'il l'a bien pris, c'est parce qu'il se voit adjugé d'un titre de candidat du parti prochainement. C'est dans 2 ans et demi, hein, c'est pas trop loin. Monsieur Takou, vous connaissez bien la personnalité du président Eric? Je trouve que c'est mais on l'a vu lors de son discours, il pleurait, il a coulé des larmes. Non, il avait même des difficultés à terminer. Quel discours? Quand il faisait le point, quand il a pris la parole. Moi, je suis chez RFI, il était un peu plus... À quel moment? Limpide sur RFI. Moi, ce que je veux savoir... Non, je vais revenir d'abord. Quand il rendait compte. Non. Quand il rendait compte. Justement, c'est pas ça. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Il n'a aucun moment pleuré lorsqu'il fallait faire le point de là. Il a... Au cours de son discours d'ouverture, il s'est laissé aller. C'est humain. Et quand on se laisse aller, l'expression, le message qu'on envoie à l'endroit de ses compatriotes, c'est que je suis un homme comme vous. J'ai des émotions comme vous. Et moi, je l'ai vu dans toute sa sincérité. Parce qu'il s'est laissé aller quand il relatait les faits qui nous ont conduits. D'ailleurs, ça corrobore ce que je disais. Parce que comme le commandant en chef en son temps, il disait « vaille que vaille, j'irai ». Et donc, dans cet élan de vaille que vaille, j'irai, il a subi des choses. Il était obligé à un moment donné de biffer des noms. Et ça,
Vous savez ce qu'on appelle biffer le nom de quelqu'un en politique sur un positionnement? Et donc, toutes ces émotions, il les vivait. Mais quand j'ai vu... D'ailleurs, vous faites très bien de poser la question là-dessus. Quand je vois toute la polémique autour de ça, je dis, mais vous attendez quoi de nous qui sommes des acteurs politiques? Vous attendez de nous des inhumains? Vous voulez qu'on devienne comme des animaux? Mais vous êtes des représentants. Nous sommes des humains, nous sommes comme vous. On peut avoir des moments d'émotion. Il peut arriver qu'on se laisse aller. Mais pourquoi demander à quelqu'un qui s'est laissé aller, qui a montré qu'il est humain, qu'il fait mal, il a tort d'être humain, et qu'on tourne ça en dérision? Pour moi, ça ne marche pas. Je continue de quoi? Comme moi, je peux me laisser aller à des moments donnés. On peut tous se laisser aller à des moments donnés. Parce que nous avons, nous aussi, des émotions. Sur ce, est-ce qu'il y a le profil de mon candidat pour les démocrates? Non, 2006. Vous savez, nous n'allons pas dévancer les faits. Nous sommes, contrairement... Mais nous avons la chance d'être avec un analyste de grosse facture. Non, qui peut quand même réfléchir. Non, et ça engage. Contrairement du parti. Contrairement à la mouvance actuelle au pouvoir qui sème la zizanie. Comment? Qui embrouille les cartes. Comment? Qui annonce les couleurs alors que le temps n'est pas encore arrivé. Qui, par exemple? Qui travaille contre même l'esprit des lois qu'eux-mêmes ils ont votées. Qui a été dans cette dynamique? Mais c'est ceux qui dirigent actuellement le pouvoir. Qui parle de 2026 aujourd'hui? Le président Talon a frappé récemment le ministre pour ça. Quel ministre? Le ministre, le ministre de la jeunesse. Ah bon? Des sports. Moi, je ne sais pas s'il a été frappé. Mais puisqu'il a démissionné. Ah moi, je ne sais pas. Je vous ai dit tout à l'heure que... Non, les faits sont là. Je vous ai dit, quand je ne maîtrise pas quelque chose, je n'en parle pas. Comment vous savez qu'il a quitté le gouvernement? Comme tous nos compatriotes. J'ai eu l'information. Donc, c'est que le leader de la rupture n'est pas d'accord pour cette précipitation. Et chez vous... Vous voulez qu'on rentre dans les détails? Vous pensez réellement que le président Patrice Talon n'est pas pour ce que nous constatons se faire? Mais puis il a frappé un ministre pour ça. Bon. Il a rudoyé un ministre qui, de fait, a demandé sa démission, qu'il a accepté. Et le fait d'accepter cette démission prouve, et si besoin en est de le préciser, sa ténacité et sa rigueur pour l'observance de l'esprit du système partisan. Non, je crois que c'est un double standard qui n'assume pas. Comment? Oui, c'est un double standard qu'ils ne sont pas en train d'assumer. Parce qu'on ne peut pas dire à un ministre que parce qu'il s'est prononcé sur quelque chose qu'il dépose sa démission, et au même moment que les instigateurs qui font le tour du pays, avec quel genre de moyens, je ne sais, pour vendre un candidat qui n'appartient, je ne sais pas s'il appartient à un candidat à un parti ou s'il n'appartient pas à un parti. Vous faites allusion à qui? À celui à qui vous pensez? Ah non. C'est vous pour le politique? Non. Vous donnez un nom? Oh non, moi je pense à celui à qui vous pensez, c'est de lui que je parle. Mais peut-être qu'il doit avoir un parti. Peut-être qu'il ne l'a pas déclaré comme ça. Qui? Non, la preuve, son patron a été candidat en 2021 sans se réclamer directement d'un parti politique, étant donné qu'il est le propriétaire des partis. Donc, son frère, presque jumeau, il est aussi patron des deux partis. Donc, on peut lui opposer d'avoir pas fait partie d'un parti politique. Non. Non, la question de départ n'était pas de le condamner à ce niveau. La question de départ, c'était de savoir est-ce que en 2026, le Parti des démocrates a un candidat. Et je disais que c'était trop tôt. Non, au Congrès, vous aurez eu, je crois bien, quand même le sentiment de réfléchir à ça. Parce qu'il a laissé le poste de président du parti pour son père, son aîné Yahi. Alors, il doit quand même espérer une compensation. Et pour le moment, non, le président Oundete, je crois que comme tous les autres responsables du parti, se loge définitivement dans la dynamique de la discipline du parti. Et quand on appartient à un groupe aussi structuré, aussi respectueux des thèses de la République que le Parti des démocrates, on est obligé de se comporter comme ce groupe. Ce n'est pas un groupe de pagaille. Et donc personne ne se comporte. Oui, la question, elle revient toujours. Nous sommes à 2 ans et demi de la présidentielle, des élections générales. Qui a le profil chez vous? Non, aucun thèse de la République dédié à 2 ans, il faut dire le nom. Oui, mais pris individuellement, vous êtes un politique, docteur de surcroît, vous avez au moins une idée sur comment sera 2026. Nous mettrons tout qui rêve d'être candidat du parti. Nous mettrons tout en œuvre afin que le timing de la désignation, les dispositions à prendre afin que nous puissions être vainqueurs en 26, nous respecterons ce timing. Donc nous ne nous précipiterons pas. Nous ne ferons rien qui puisse justifier un quelconque échec demain. Nous mettrons tout en œuvre afin que parce que vous savez qu'il y a un timing parfait.
Il y a un timing parfait pour la désignation et tout le reste. Donc nous respecterons toutes les Oui, étapes. il y a une information qui circule. On dit du président Boli Yahi, qui est très amoureux du pouvoir, qu'il rêverait, dans ce cas de figure, aller à l'Assemblée pour prendre le pêchoir. Est-ce que cette information est vérifiée? Est-ce que ça a été discuté chez vous, au Congrès, ou dans des couloirs de discussion? Vous savez, quand j'ai eu l'information que je devais passer sur vos antennes, je m'étais dit, non, je ne tomberai pas. Je m'étais dit, je m'attendais à de pareilles questions. Ah non. Oui, je m'attendais à de pareilles questions parce que, vous voyez, vous faites aujourd'hui partie, vous en tant que M. Takou et puis la structure que vous gérez, vous faites partie aujourd'hui des entités de la presse les plus respectées dans notre pays. Merci, parce que vous êtes assez professionnel et puis vous êtes libre de vos opinions. Voilà. Parfois vous rentrez dans les plumes de vos amis, parfois ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est à votre actif. Merci. Mais quelqu'un qui a géré un pays pendant 10 ans, c'est pas qu'il a fait 5 ans et il n'a pas pu rébelloter. Ou c'est pas qu'il a fait 5 ans et il y a eu un goût d'inachevé. La personne a assumé pendant 5 ans. Et comme le peuple était tellement content, le peuple dit, pour la deuxième fois là, c'est même au premier tour qu'on va te certifier ta vie. Ouais, la complicité de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, bien évidemment. Moi je parle du peuple. C'est le peuple qui est sorti pour aller voter. Et donc, tout ceci étant, le président Yahi n'a pas l'attitude ou n'a pas le sentiment d'un rêve inachevé. La seule chose qui motive aujourd'hui l'acceptation à l'appel du peuple de prendre la première responsabilité au sein du parti, c'est le refus de voir la déconstruction des acquis pour notre pays. Et ça, je le dis avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de sérieux. Vous voyez, quand vous travaillez pour le compte d'un pays, moi je dis, nous les acteurs publics, les gens, quand ils parlent des acteurs publics, ils voient seulement les avantages, mais nous ne sommes pas souvent heureux. Parce que c'est comme un père de famille qui a tout mis en œuvre pour que ses enfants puissent être heureux. Parce que, M. Takou, je sais que vous êtes père. Et là, monsieur... De plusieurs enfants. Voilà, voilà, de plusieurs enfants, voilà. Et d'ailleurs, mon cher frère, je sais que vous aussi, vous êtes père. Mais, voilà, naturellement. Et donc, quand vous travaillez pour que votre progéniture puisse bénéficier de votre sueur, de votre sacrifice, à quel moment vous reviendrez pour dire aux enfants, mais attends, je vous observais, ah mais là, il faut que j'intervienne. Quand vous avez l'impression qu'ils sont en train de gaspiller votre héritage. Ou quand vous avez l'impression qu'ils sont en train de remettre en cause ce qui était perçu comme un acquis. Du coup, président de l'Assemblée nationale, c'est quand même une absolument bonne place pour recentrer le débat. Ce n'est pas le souci du parti. Que le président Yahi revienne, que son nom revienne sur une liste, ce n'est pas une priorité pour nous aujourd'hui. La priorité pour nous aujourd'hui... Mais vous allez condamner ça? Si ça vous savez, M. Takou, je vais vous dire quelque chose. La priorité pour nous aujourd'hui, c'est que nous avons un parti que nous devons continuer de renforcer et de consolider. Pour chasser l'Afrique à talons. Et non. Et pour renforcer et consolider ce parti, il faut le plus important d'entre nous. Il faut le plus efficace d'entre nous. Il faut le plus populaire d'entre nous. Mais le plus important, le plus populaire, le plus efficace, le plus expérimenté d'entre nous, son souci aujourd'hui, ce n'est pas de revenir sur une liste électorale pour être candidat à quoi que ce soit. Son souci aujourd'hui, c'est que nous puissions aider ce pays et que les acquis puissent être préservés. Je vais vous dire quelque chose que vous savez peut-être probablement. Vous savez, un pays qu'on a dirigé, on est heureux de voir ce pays quand ceux qui vous ont succédé sont restés dans le respect des normes qui ont permis à ce qu'ils puissent être vos successeurs. Je le disais à quelqu'un, vous pensez que la chose la plus importante pour le Bénin, ce n'est pas la démocratie? Si ce n'était pas la démocratie, M. Patrice Talon, candidat, ne serait jamais président de la République. C'est ça, nous, notre combat. Notre combat, c'est que, M. Takou, que je vous aime ou que je ne vous aime pas, vous êtes habillé en blanc. Je dois pouvoir dire que vous êtes habillé en blanc. C'est ça, le béaba qu'on est en démocratie. Mon cher frère, que je vous aime ou pas, vous êtes dans un costume rempli de bleu. Je dois pouvoir le dire, même si je ne vous aime pas. Mais c'est ça, la base de la justice. La base de la justice, on en a parlé en off. Je ne vais pas revenir sur les détails. Quand on cible des gens et qu'on dise, lui, il peut être utile pour le pays, mais sa tête ne me plaît pas, il quitte la liste. C'est une exclusion, ce n'est pas bon pour la démocratie. Et si on faisait ça, si on continuait ainsi,
M. Talon, candidat, ne serait jamais président de la Mais République. dedans, au moins, dans cette exclusion, on a vu Louis Saleh qui est tombé, les gens applaudissent. Quelqu'un comme moi, on a applaudi. Non, ça, je dirais que c'est une question, je dirais que c'est un aspect purement personnel. Le camarade Nouroudine Saka Saleh, pour qui j'ai beaucoup de respect et que je salue au passage d'ailleurs, est un très bon juriste. Qui a assis les journalistes en justice? C'est pourquoi d'ailleurs il est tombé. Non, je voudrais pas revenir dit, sur on va aller au second sujet. Voilà. Eric Amadougou, Joël Aïvo, je crois que c'est de ça que mon confrère voulait parler. Oui, en fait, Ils sont en prison, vous avez fait une résolution, mais apparemment, plus rien n'a suivi. Non, pas plus rien. Vous savez, si vous suivez bien les activités du parti, vous comprendrez que tout ce que nous avons comme activité importante, que le sujet cadre ou pas, nous revenons sur ces sujets. Parce que nous sommes très malheureux, surtout les soirs, quand nous devons aller sur nos lits, et à la pensée de savoir que nous avons des camarades, leur seul péché, c'est qu'ils ont eu le courage de leur opinion. Ils ont eu le courage de dénoncer. Et c'est à cause de cela qu'ils sont... Des étudiants du septentrion qui sont dans les gioles depuis 4 ans et qui ont raté des rentrées académiques, qui ont vieilli, aujourd'hui en prison. Et donc pour nous, on ne peut pas être heureux quand on a des personnes dont le seul péché était de dénoncer l'injustice. Nous faisons tout. Et vous convenez avec moi que dès l'installation de cette 9e législature, l'une des premières actions fortes que nous avons posées, et j'ai même lu un de vos commentaires là-dessus, c'était la loi d'amnistie que nous avons introduite au niveau du Parlement. Mais je l'ai dit aussi en amont à certains de vos collègues, en disant que nous ne sommes pas naïfs, nous sommes en politique. 28 députés déclarés ne peuvent pas être la majorité dans un Parlement de 109 membres. Et donc nous devons aujourd'hui rester dans la posture de ceux qui se parlent. Et même c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas cessé de toutes nos forces, de toutes nos actions, réclamer ce dialogue politique national. Parce que nous continuons de croire qu'il faut ce dialogue politique national. Comment vous concevez ce dialogue-là à votre niveau, au niveau des démocrates? Non, la conception de ce dialogue ne se fera pas dans un seul sens. D'abord, il faut que le principe soit accepté par le régime. C'est eux qui dirigent le pays aujourd'hui, c'est eux qui ont la signature publique. Et donc, nous continuons de leur demander que nous puissions nous asseoir. Et que, non seulement que nous puissions nous asseoir sur le cas de nos camarades exilés, que nous puissions parler sur le cas de nos camarades emprisonnés. Oui, si tout ce monde-là, les exilés restent en exil, les prisonniers en prison, vous allez aux élections comme ça? On ne fera pas de participation conditionnée. Parce que partout, cela s'est déroulé ailleurs, ça a été perçu comme un piège, comme une faiblesse de l'opposition elle-même. Parce que celui qui est en position de force parce qu'il est au pouvoir, mais il n'est pas dans le même état d'esprit que vous. Et donc, nous ne ferons pas de conditions sine qua non avant de parler de notre participation. Nous continuons de croire que pour assurer la pérennisation de la paix, pour vraiment donner... Parce que le président Baptiste Talon, qu'on l'aime ou non, il faut avoir la faiblesse de croire que je ne crois pas qu'il soit apatride. Je ne crois pas qu'il soit apatride. Je crois que quoi qu'on dise, quel que soit ce qui se dira, c'est un Béninois. Il est le premier d'entre nous aujourd'hui et je ne crois pas qu'il soit contre ce pays. Et donc, il peut ne pas avoir la même vision que nous sur certains points. Est-ce qu'il y a des avancées, il y a des deals en cours, est-ce qu'il y a des compromis pour qu'on arrive à la libération de ces prisonniers et au même moment au retour des exilés? Oui, je crois que nous voulons créer un couloir de discussion. Nous ne voulons pas fermer les portes. Mais ça va être conduit par qui? Yahi? Naturellement, c'est la première personnalité du parti aujourd'hui. Ah là, vous n'avez pas de chance parce que... on n'a pas de chance. Le président Yahi s'est tendu. Les à son frère Talon, je pense que... Non, je ne crois pas. Vous savez, quoi qu'on dise... On lui avait dit de ne pas sortir pour aller et faire les législatives, mais il a désobéi à son ami. Non, moi je ne suis pas au courant. Non, aucun test de la République n'empêche le président d'aller dans le président Yahi. Le deal pour ça. Non, il n'y a pas de deal. Il n'y a pas. Non, vous savez, il n'y a pas de deal. Je vais vous dire quelque chose. Et je crois d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles il est très important que je sois en face de vous. Nous n'avons aucun deal avec ce régime qui impose au président Yahi de ne pas pouvoir parler. Aucun test de la République ne l'interdit et il n'est sous aucune sanction. Le reste, nous sommes des humains, on peut se parler. Et d'ailleurs, nous insistons qu'on se parle. Parce que les événements de 2019 n'arrangent personne. Les événements malheureux de 2020 et surtout de 2021,
ce n'est pas pour, je ne sais pas, ça ne fait pas la fierté de notre pays. Et ça ne nous rend pas fiers, nous. Ce qui va nous rendre fiers, c'est que l'arrivée du président Yahi à la tête du Parti Les Démocrates ne puisse pas faire peur, ni au président Talon, ni à nos compatriotes. Le président Talon doit continuer d'être à l'aise comme il était à l'aise avec le président Éric Ndété. Le président Yahi ne vient pas avec des connes. C'est le même qui était là et qui revient. Et donc, il n'y a pas à déclencher une quelconque, je ne sais pas, un tsunami ou bien une fatwa contre le régime. Nous ne sommes pas dans une disposition de déclenchement de fatwa. Nous sommes dans une disposition où nous allons continuer de parler, mais sans tomber dans la compromission. Parce que nos populations même refusent que nous tombions dans la compromission. Mais nos populations ne refusent pas qu'on parle avec le régime. Et donc nous pensons aujourd'hui qu'il faut parler avec le régime. Et honorable, est-ce que c'est dans cette dynamique-là que vous comptez participer aux élections en tenant compte de l'actuelle liste électorale, ou bien vous avez encore envisagé quelque chose dans ce sens? Non, je l'ai dit, et ce n'est pas parce que nous sommes dans le besoin de parler avec le régime que nous ne dirons pas qu'ils ont mis un système de fraude, un système et une machine de fraude sur pied. Ils ont fraudé massivement au cours de la dernière élection législative. Et donc nous ne voulons plus que cela se répète. Et comment? Quels sont vos outils pour contrer cette réalité, selon vous, qui... Oui, le simple fait d'interdire l'opposition d'avoir un droit de regard sur la liste électorale montre qu'il y a anguille sous roche. Je voudrais bien vous voir. Donc, il y a anguille sous roche. Le simple fait d'empêcher l'opposition d'avoir un droit de regard. Et si c'est le statu quo jusqu'aux élections, vous faites comment? Ça ne pourrait pas être le statu quo. Pourquoi? Non, ça ne pourra pas être le statu quo. Mais vous n'avez pas de membres au sein de la Sénat quand même. Nous travaillons à cela. Parce que nous continuons de croire que la Commission électorale nationale autonome ne peut pas être composée uniquement que des membres de ce régime. S'il y a anguille sous roche, ça prouve qu'ils sont dans une disposition de fraude. Et nous avons remis en cause d'ailleurs l'installation de cette Cour constitutionnelle faite avec célérité, juste dans le registre beaucoup moins de pression. Nous continuons. Et je crois que nous arriverons. Nous comprendrons. Nous trouverons la bonne faille. Parce que la liste électorale, il faudrait qu'on en parle. Et nous insistons là-dessus. La Commission électorale nationale autonome, il faudrait qu'on en parle. Nous insistons là-dessus. La Cour constitutionnelle doit nous donner des garanties. Nous devons continuer. Parce que le COS-LEPI, M. Takou, vous savez, le COS-LEPI, depuis son invention ou bien son acceptation dans notre pays, nous n'avons pas eu... Pas Yahi, je crois bien. Voilà, nous n'avons pas eu d'élection fratricide, d'élection maîtrisée en tant que telle. Parce que si vous êtes de la mouvance et que moi je suis de l'opposition et que tous deux nous avons un droit de regard, bon, même si vous êtes un peu de mauvaise foi ou bien si je suis de mauvaise foi, bon, on va... Ça va être bien centré. Voilà, ça va être bien centré. Mais que moi je sois au pouvoir et que je vous dise, tout ce qui est représentant de M. Takou, dégagez-les. Je suis le seul à avoir un droit de regard, je suis dans une disposition de fraude. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc c'est de notre rôle aujourd'hui, c'est de bon ton, voilà, sans que cela ne puisse être vu comme un ton belliqueux, que nous puissions continuer de dire qu'il faudrait qu'on se parle et il faudrait qu'on aille impérativement dans le sens du dialogue national. Merci, honorable, d'avoir accepté notre... C'est déjà terminé? Non, mais il y a encore trop de choses à dire à nos compatriotes. Merci d'avoir accepté, mais on va laisser un dernier mot aux téléspectateurs. Alors. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour ce pays. Parce que quand vous voyez ce qui se passe ailleurs, tout à l'heure, avant de venir dans vos studios, j'ai vu un peu les frappes d'un pays, voilà, non au Moyen-Orient. Israël. Oh non, je ne voudrais pas dire de nom. Et j'ai vu aussi ce qui se passe en RDC, dans la zone de Goma. Ces choses ne sont pas à apaiser les populations. Et moi, et puis bien d'autres d'ailleurs, quand nous avons pris l'engagement de courir après un mandat public, c'est pour apporter la paix. C'est pour travailler pour le bien-être de nos compatriotes. Et je le dis, c'est une lourde responsabilité. C'est un sacerdoce que nous devons pouvoir assumer d'ailleurs, avec beaucoup de responsabilités. Et donc, nous travaillerons afin que ce pays puisse être développé dans la paix. Parce que personne ne doit pouvoir nous proposer de développer ce pays dans le sang. Et donc, nous venons avec ces propos, nous venons avec cette démarche, développer ce pays, mais dans la paix. Et je pense que Dieu nous en donnera les moyens. Merci, honorable, pour cet appel-là que vous venez de lancer. J'espère que cela sera entendu au plus haut niveau afin que la paix revienne dans les cœurs. Merci et chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.